À vous, chers camarades. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce théâtre de la Belle Étoile. Nous constatons qu'il y a une belle unité ici, ce qui n'est pas le cas dans toutes les organisations. Et nous remercions la compagnie Joli Monde de nous accueillir, de nous soutenir, et elle va nous accompagner tout au long de cette soirée pour ces troisièmes grossis de l'écran. En effet, troisième édition. Comme vous le savez, depuis maintenant 3 ans, le MNCP se fait fort de valoriser ce qui n'était que trop peu par le passé, à savoir les plus belles citations, les saillies les plus fortes et les pensées les plus subtiles de nos hommes et de nos femmes politiques sur le sujet qui leur est le plus cher, le plus proche, comme vous le savez, les chômeurs et les précaires. Alors ce soir, nous allons effectivement distinguer ceux qui, parmi tout le personnel politique dont nous ne manquons pas, comme disait Coluche, si d'autres veulent venir les chercher, n'hésitent pas, on leur en donnerait bien quelques-uns. Nous allons donc, ce soir, distinguer ceux qui se sont illustrés plus particulièrement, j'allais dire contre les chômeurs et les précaires, Dieu quelle horreur, contre le chômage et la précarité, bien sûr. Car dans cette année 2019, nous pouvons dire que les résultats sont là. Mouvement revendicatif en continu, démolition du contrat social, dont l'assurance chômage. Nous n'avons pas eu de difficulté pour trouver des saillies mémorables. Chaque année, nous pensons avoir touché le fond et la quintessence du mépris et de l'ignorance de nos hommes et de nos femmes politiques, et souvent qui tiennent des propos qui nous révoltent à propos des plus précaires d'entre nous. Alors, selon la méthode que vous connaissez bien, et à partir d'une matière foisonnante, nous avons fabriqué toute une série de vidéos au travers de 3 catégories, et c'est au sein de ces 3 catégories que nous allons remettre cette année 3 prix. Avant de vous détailler ces catégories, je vous propose de regarder ce qu'il est convenu d'appeler le teaser, et je sais qu'ici on aimera les anglicismes et marketing. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On peut demander un effort aussi générationnel à ceux auxquels on paye les retraites. Certains SDF souhaitent rester seuls dans la rue, c'est leur choix. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Concernant la réforme des retraites, elle sera sans conteste l'illustration la plus marquante. C'est la société française, on n'accepte pas, c'est pas assez violent tout simplement. Vous avez enchaîné les shoots de vodka, des shoots, pardon. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent dans les mesures de pouvoir d'achat. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Je ne sais pas et je m'en tape. Tant de beauté, tant de puissance, ça m'émeut. Alors, les 3 catégories que nous avons distinguées cette année sont les suivantes. La première, sans surprise, ce sera l'assurance chômage. Quel beau projet déjà mis en œuvre et dont les chômeurs tirent déjà tous les fruits quotidiennement depuis le 1er novembre. Évidemment, une catégorie laquelle je sais vous serez très sensible, le mépris de classe. J'ai entendu juste avant qu'on arrive, il paraît qu'il y aura encore des classes sociales. Je trouve que c'est exclu. Mais en tout cas, il y en a une qui maîtrise le mépris avec un talent consommé. Et enfin,
la dernière catégorie, l'inévitable, l'indépassable, notre vedette permanente. Il méritait sa propre catégorie. Vous l'aurez reconnu, bien évidemment, Sa Majesté Emmanuel Ier, roi des Français. Oui, car cette année, l'année dernière, nous lui avions décerné déjà un prix, mais cette année, nous avons décidé de lui réserver un prix. C'est-à-dire là, il concourt hors catégorie. Et vraiment, il est vraiment tellement fort pour fabriquer des petites phrases. Il a vraiment un sens de la syntaxe. On s'est dit qu'il faut vraiment qu'on le consacre. Et vous verrez un petit florilège et vous verrez quel salut on va retrouver. Voilà. Donc maintenant, et je vais donc présenter, mon cher Jean-Paul, la première catégorie, parce que nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc maintenant, nous allons. La première catégorie, c'est assurance chômage. Hein, et nous avons deux nominés. Nous avons monsieur Christophe Barbier. Donc qui est. Merci. Je suis heureux de savoir qu'il y a des fans. On va lui dire. Donc journaliste, éditorialiste et fossoyeur de l'Express. Et donc le deuxième nominé, c'est Mupé-Nico, ministre de Précarité Travail. Donc nous allons passer à la vidéo. Nous reviendrons à l'issue de la vidéo et d'un peu de musique pour vous délivrer le résultat de cette première catégorie. Voilà. Comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est 350 € par mois le forfait chômage. Alors c'est la société française. On n'accepte pas, c'est pas assez violent tout simplement. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Le régime d'assurance chômage, il a été créé en 1958. Lorsqu'il a été créé, l'idée c'était de prendre en charge collectivement un risque qui était un risque social. La société était responsable de ce risque et donc il fallait assurer ces individus lorsqu'ils faisaient face à ce risque. Donc le chômage était lié à une responsabilité collective. Un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un supplément portant l'allocation aux environs du salaire minimum. Depuis notamment les années 90, on a vu une transformation du discours où l'idée c'est que le chômage, eh bien aujourd'hui, il est lié davantage à une responsabilité individuelle. C'est-à-dire que le chômeur serait aujourd'hui responsable individuellement de son sort. C'est plus du tout un problème macroéconomique de niveau de l'emploi. Non, c'est le chômeur qui est responsable et qui doit être incité à sortir de sa situation de chômage. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Et donc, vont se développer différents types de dispositifs qui visent soit à sanctionner les chômeurs lorsqu'ils n'acceptent pas un emploi qu'on leur propose, soit à les inciter financièrement à accepter ce type d'emploi. En 1992, nouvelle mesure d'économie, les allocations deviennent dégressives. En 2001, les socialistes suppriment cette dégressivité. Mais la durée d'indemnisation et les conditions d'accès se durcissent. Aujourd'hui, le régime d'assurance chômage, ce que l'on constate, c'est qu'il prend en charge une partie de moins en moins importante de chômeurs. Pour avoir droit au chômage, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois. Auparavant, 4 mois suffisaient. De vous dire que ça c'est mécanique, quand on connaît la durée moyenne des contrats aujourd'hui en France, ça va exclure immédiatement plusieurs dizaines de milliers de chômeurs. Ce gouvernement ne lutte pas contre le chômage, il lutte clairement contre les chômeurs. Je dois me débarrasser d'eux. Depuis
2014 avaient été créés les droits rechargeables. C'était l'idée qu'il fallait inciter les demandeurs d'emploi à reprendre des emplois même très courts. Le moindre jour travaillé allait pouvoir être additionné pour ensuite ouvrir de nouveaux droits. Dans la réforme actuelle, cette disposition disparaît. Pour recharger ces droits, il faudra aussi travailler 6 mois supplémentaires. Auparavant, 1 mois suffisait. Si vous avez travaillé moins de 6 mois, vous ne pouvez pas réouvrir des droits. Cette réforme, elle vise à soigner le mal par le mal, c'est-à-dire on précarise pour lutter contre la précarité. Notre rôle, c'est de miser sur les prochaines tendances qui vont exploser ces prochaines années. Et la précarité, on la sent bien. Pour les gens qui, dans le même mois, qui travaillent un peu et qui sont aussi au chômage, il va y avoir un changement du mode de calcul de ce qu'on appelle le salaire journalier de référence. Clairement, ça veut dire qu'avant, quand je travaillais 15 jours, que j'étais au chômage 15 jours dans le mois, on calculait mon salaire journalier uniquement sur les 15 jours de travail. Demain, on va le calculer sur les 30 jours du mois. Ça veut dire que chaque jour où on ne travaille pas, on est pénalisé. On voit le montant de son allocation baisser. Ça laisse entendre que les demandeurs d'emploi auraient le choix, en fait, entre des CDI et des contrats courts. Et que face à ce choix, ils choisiraient le chômage. Ça ne correspond pas à la réalité économique aujourd'hui. Pour les revenus supérieurs à 4 500 € bruts par mois, et l'allocation chômage sera réduite de 30% à partir du 7e mois. La dégressivité, ça a déjà été utilisé entre 92 par exemple et 2001 en France. On sait que ça n'a pas d'effet positif sur le retour à l'emploi. On recommence à instaurer ce principe de dégressivité sur les hauts salaires, mais on sait très bien que ce qui est tenté sur une partie d'un public ou d'une population, en général, ça a vocation à se généraliser sur tous les autres. Avec cette dégressivité des allocations chômage pour les cadres, le gouvernement remet en cause l'universalité du système. C'est une manière de casser la solidarité interprofessionnelle. Bonjour mes voisins! Eh oh, va chier! Oui, merci! Va chier aussi! C'est un système qui a été expérimenté en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, avec les lois Hartz, et qui, dans un certain sens, porte ses fruits en termes de baisse du taux de chômage, parce que les personnes prennent n'importe quel boulot, même des contrats 0 heure comme en Angleterre. Un contrat ultra flexible, on-call comme disent les Anglais, le patron n'appelle que quand il a besoin de vous. Donc le taux de chômage, qui est le totem politique, peut baisser grâce à ça, mais ça ne fait pas baisser la pauvreté, au contraire souvent ça l'augmente, parce que les chômeurs sont remplacés par des travailleurs précaires, très précaires, des travailleurs pauvres, et c'est évidemment pas une bonne solution pour personne, ni pour l'économie, ni pour la société, ni pour ces personnes-là. Il y a 8,8 millions de personnes pauvres en France en 2018. C'est 1 million de plus qu'il y a 10 ans, date de la dernière crise économique. Une des premières conséquences de toutes ces réformes du système d'indemnisation chômage, et on l'a vu dans d'autres pays comme en Allemagne, c'est que les premiers touchés, en effet, ce sont les jeunes et les femmes. Les femmes, pourquoi? Puisque ce sont celles qui occupent le plus les emplois à temps partiel. Non seulement il n'y a pas de droit ouvert aux primo-demandeurs d'emploi, aux jeunes qui arrivent juste sur le marché du travail, mais en plus on va durcir les conditions pour être protégés à l'issue de premières expériences, alors qu'on sait que l'âge d'accès à l'emploi stable est en permanence repoussé. C'est un système de toute façon qui ne fait qu'aggraver les situations existantes. Et donc les plus précaires, les plus pauvres, les plus fragiles vont être touchés les premiers. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Il y a un objectif immédiat qui est de faire des économies. Il y aura beaucoup d'économies. Donc pendant qu'on distribue des milliards de réductions de cotisations aux entreprises qui n'ont jamais créé un emploi, on diminue les droits des chômeurs.
On essaie de culpabiliser les chômeurs et en fait ce serait une masse de feignants qui ne voudraient pas travailler, mais du travail il y en aurait plein. Et donc il faudrait être plus violent avec eux parce que c'est le manque de courage et de volonté qui ferait que ces gens-là ne travailleraient pas. En réalité, il faut toujours s'en référer aux chiffres. Vous avez, selon Pôle emploi, 300 000 emplois qui sont disponibles, qui ne sont pas pourvus. Et de l'autre côté, vous avez au moins 5,5 millions de chômeurs. Pour être dans la politique de M. Macron, je crois que la solution vers laquelle il s'oriente, c'est de supprimer les chômeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y aura plus de déclaration de chômage, il n'y aura plus de chômeurs, il n'y aura plus de statistiques. C'est facile. Il vient par exemple de supprimer ce qui était la mesure de la pauvreté. On supprime la mesure, il n'y a plus de pauvreté, donc tout va bien. Négociation qui s'est ouverte entre les 5 organisations syndicales et les 3 organisations patronales, comme on le fait sur l'assurance chômage tous les 2 ans. Sauf que cette négociation, en soi, c'était un marché de dupes, puisque la lettre de cadrage faisait que la négociation était intenable et qu'elle ne pouvait pas aboutir, puisque on nous sommait dans cette négociation d'arriver à 1,3 milliard d'économies sur le dos des privés d'emploi, chose sur laquelle, et c'est heureux, aucun syndicat n'a accepté de signer. Donc ça, c'est très important. La lettre de cadrage, elle ne parle que de baisser les droits des chômeurs. Donc en ce qui nous concerne, nous venons avec nos propositions et la lettre de cadrage, nous allons la déchirer en petits morceaux. Cette tragicomédie organisée par Macron et le patronat, ça a permis derrière à Macron de reprendre la main en disant vous voyez, c'est pas ma faute, je suis obligé de reprendre la main et de faire cette réforme parce que vous n'avez pas pris vos responsabilités et vous n'avez pas voulu, vous, travailler sur le sujet. Donc à partir du moment où vous négociez, vous avez une lettre de cadrage tellement bien cadrée qu'on ne pouvait même pas en sortir, on savait qu'on allait nous amener dans une direction qu'on ne voulait pas. Le sujet pour nous, c'était de trouver des solutions. L'objectif également de ce gouvernement, c'est de faire en sorte, en remettant en cause la gouvernance actuelle par les partenaires sociaux, l'idée c'est de remettre en cause également le financement de la protection sociale. Et le financement de la protection sociale par la cotisation sociale, par les salariés et les employeurs eux-mêmes. L'indemnisation du chômage, c'est pas un sujet qui mobilise, mais aussi parce que le discours qui entoure l'indemnisation du chômage, c'est aujourd'hui le discours des chômeurs profiteurs, des chômeurs qui sont pas assez contrôlés. Nous, on a un travail d'explication à faire parce qu'effectivement, l'assurance chômage, ça ne concerne pas que les chômeurs et les chômeuses, c'est que potentiellement, on est tous concernés. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de la violence de cette réforme. Ah, j'ignorais.
premier moment que vous attendez tous, il est temps de dévoiler le gagnant de cette catégorie. Je vais donc prendre l'enveloppe. Merci Pamela. Ça s'appelle souvent Pamela, non? Le suspense est à son comble. Le prix que nous allons lui remettre est un martinet. Un martinet car on a considéré que c'était le meilleur symbole de l'outil nécessaire pour aider les chômeurs à traverser la rue et les ramener dans le droit chemin dont ils ont si souvent tendance à s'écarter. Le gagnant est donc... Oh, quelle joie. Pour sa phrase, le système n'est pas assez violent avec les chômeurs. Je vous demande d'accueillir Christophe Barbier qui est dans la salle avec nous. Non, je dis ça parce qu'autant en profiter. Puis c'est quand même le meilleur sireur de pompe du PAF. Merci. C'est top. Cher ami, plaisir. Plaisir partagé, n'en doutez pas. Merci pour ce martinet. Désormais, quand je verrai un fainéant qui refuse de se lever pour aller chercher du travail, je pourrai le traiter comme il se doit. Et maintenant, excusez-moi, il faut que j'aille violemment faire traverser la rue à mon troupeau de chômeurs, car si on ne les bouscule pas, ils se contenteront de brouter leurs allocations dans les mangeoires de Pôle emploi. Eh bien, au boulot, Christophe. Au travail, mon cher Christophe. Nous allons maintenant passer à la deuxième catégorie. Car quand il n'y en a plus, il y en a encore. Cette deuxième catégorie, comme nous l'évoquions tout à l'heure, sera consacrée au mépris de classe. Et je dois dire qu'on a tellement eu mal à choisir qu'on s'est demandé avec le jury s'ils ne prenaient pas des cours particuliers. Puisque cette année, c'est un festival dans le festival. Alors, après des heures et des heures de délibération, dignes d'un concile d'élection du pape, nous avons distingué 3 nommés. Le premier nommé, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éradication des postes nationales. Nous avons ensuite Sibeth Ndiaye, porte-flingue du gouvernement, magnifique. Et enfin, le si subtil président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Lejean. Nous allons donc maintenant passer à la vidéo de leurs exploits. Certains sont en grève parce qu'ils trouvent que parce qu'ils ne comprennent pas tout. Alors demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours. Je serai de cœur avec tous les franciliens qui galéreront dans les couloirs du métro. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Le gouvernement d'Emmanuel Macron est en train de remporter le César dans toutes les catégories du mépris de classe. On peut trouver toutes les variations, mépris des personnes, mépris de leur activité, mépris de leur histoire, mépris de leurs paroles, etc. Il ramasse tout. Il y a une petite catégorie de gens qui concentrent le pouvoir de l'argent et le pouvoir économique et qui considèrent qu'ils, avec raison d'ailleurs, qu'ils dominent le monde, mais en plus ils ont tendance à considérer que c'est légitime et juste. C'est le signe de ce que Warren Buffett a déclaré il y a quelques années. La lutte des classes existe bel et bien, mais c'est nous, les milliardaires, qui l'avons gagnée. The extreme rich are clearly winning. Karl Marx définit les classes sociales à partir des rapports sociaux de production et d'échange. Les bourgeois sont ceux qui détiennent les moyens de production, les capitaux, tandis que les prolétaires ne disposent que de leur force de travail qu'ils échangent contre un salaire. Pour Marx, il existe en effet un conflit permanent entre ces deux classes pour le partage du fruit de la production. C'est la lutte des classes.
Ça me paraît évident qu'il y a une lutte des classes aujourd'hui, qui va des migrants, des immigrés au prolétariat classique, en passant par les jeunes qui sont sans boulot, par les précaires, par les gens qui sont obligés de faire des petits boulots, par les femmes de ménage à qui on donne un coup de filet en disant 2 heures aujourd'hui, 1 heure demain, 0 après-demain, etc. Il y a ce peuple-là. On a des grands patrons et des très riches qui, eux, ont très très bien compris Marx. Et donc, du coup, qu'ils l'appliquent à leur avantage, évidemment. Ce qui le montre le mieux, c'est la croissance permanente des inégalités. De moins en moins de gens possèdent de plus en plus de richesses. Évidemment, ça implique la réciproque. De plus en plus de gens qui possèdent de moins en moins. 26 personnes se répartissent aujourd'hui autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. L'objectif aujourd'hui pour ce gouvernement, c'est véritablement de mener une politique au service de la finance, une politique qui vise à faire des économies en termes de dépenses publiques. Un des aspects, c'est la casse des services publics. Destroy some system, first defund it, then it won't work, people will be angry, they want something else. That's a standard technique for privatizing some system. Ça a été cette année la répression tout azimut, répression contre les mouvements des Gilets jaunes, répression, et malheureusement c'est une habitude, contre les mouvements dans les quartiers populaires. Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là? Mais c'est aussi la répression contre les mouvements syndicaux ou les mouvements pour le climat. Tout le monde se fait aujourd'hui réprimer. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Je pense pas que nos dirigeants soient totalement déconnectés, dans le sens où ils font des visites de terrain, ils ont accès à des notes, des rapports, enfin tout est disponible. Donc on ne peut pas dire qu'ils ignorent la pauvreté, le mal logement, etc. C'est juste que ne l'ayant jamais vécu, ils peuvent se faire des idées un peu fausses sur les motivations des personnes qui sont dans la merde en gros. On ne vit pas dans le même monde, on ne vit pas les mêmes réalités. On se demande à chaque fois, on se dit mais où ils vivent, comment ils vivent. Jamais aucun d'entre eux n'a fait des courses, n'a gagné sa vie pour toucher un salaire, n'a travaillé, etc. Combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé? Je donnais aucune idée de combien coûte. Ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être, non? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Quand t'es chômeur, par exemple, pour ouvrir un compte en banque, c'est la croix et la bannière. Quand t'as le RSA, ils peuvent vérifier tes comptes pour voir si tes parents ou quelqu'un te donne pas d'argent. T'es pas traité comme un citoyen lambda, quoi. Mais c'est des petites choses, c'est pas un mépris qui te tombe comme un coup de marteau, c'est plutôt des petits coups de poinçon réguliers qui t'érodent, qui t'usent. En fait, on nous exclut de tout. Et effectivement, à la fin, on se dit je suis un poids, je sers strictement à rien. Il y a une perte de la confiance en soi. Et pour retrouver un emploi, quand on perd confiance en soi, c'est aussi super compliqué. Il y a beaucoup de foyers de contestation aujourd'hui, de colère, soit les pompiers, les enseignants, les personnels soignants. Infirmières maltraitées, patients en danger. Voici ce qu'on peut lire sur les pancartes de tous ces infirmiers et infirmières qui se sont rassemblés ici. La réponse à ça, c'est comment on crée une conscience de classe. Comment on fait venir les gens dans des sources collectives, comment on les réinvestit dans des actions collectives. Comment lutter? D'abord, organiser la communauté d'intérêt, la rendre visible, et puis mettre en avant leurs contradictions qui sont de moins en moins tenables aujourd'hui. Et donc tous leurs discours culpabilisants sur le coût du travail. En parallèle de cette réforme des retraites, nous pourrions baisser le coût du travail de façon significative. C'est pour faire oublier que, en fait, notre travail il ne coûte pas d'argent. Au contraire, notre travail, il crée des richesses. Et le problème, c'est que ces richesses, elles ne profitent de moins en moins à la société tout entière et qu'elles sont captées par une toute petite oligarchie.
Le mouvement des Gilets jaunes appartient, je dirais, à ces types de soulèvements populaires qui, au départ, ne sont qu'une protestation contre la situation qui leur est faite. Et soudain, ressort là toutes les frustrations, toutes les douleurs ressenties, toutes les colères inexprimées. Le mouvement des Gilets jaunes, il part sur la taxe sur le carburant parce que déjà, il y a une injustice qui est constatée. On vient taxer des gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Parallèlement, on ne va pas aller taxer le kérosène pour les transports en avion, en bateau, etc. Leur seul problème, c'est les taxes. Il y a une vraie dichotomie là. Ouais, c'est pas faux. Mais au bout de 2-3 jours, c'est vraiment cette injustice fiscale en fait qui est dénoncée. Entre d'un côté des mesures qui visent à précariser les gens, ça a été l'augmentation de la CSG sur les retraites, ça a été la baisse des APL de 5 €. Et puis de l'autre, vous avez ces cadeaux fiscaux qui sont faits aux ultra-riches dans des proportions absolument considérables. Regardez, entre la suppression de l'ISF et la taxe sur les revenus du capital limitée à 30%, c'est un cadeau fiscal de 4,5 milliards d'euros fait à ceux qui possèdent un patrimoine financier. Et voilà comment on en arrive à la situation où vous avez une économie qui est totalement atone, qui en fait distribue via le système fiscal des milliards et des milliards aux très riches. Donc ça contribue à l'augmentation des inégalités et à l'augmentation de la pauvreté aujourd'hui dans notre pays. Le pouvoir a utilisé une stratégie qui a consisté principalement à opérer une répression d'État, une répression policière et judiciaire pour essayer de briser psychologiquement et physiquement les gens. Et in fine de créer la peur. Il y a eu des choses localement qui se sont faites et qui se font encore. Clairement, ce mouvement a fait trembler quand même un peu. C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas considérer qu'il y ait un seul gilet jaune qui se soit mobilisé depuis le début, qui soit rentré à la maison convaincu des annonces du président de la République et dont la colère serait apaisée. Par conséquent, je pense qu'on a en fait une société dont la situation est extrêmement fragile. Parce que vous avez des milliers de gens qui n'attendent qu'une chose, c'est une nouvelle opportunité de se mobiliser pour à nouveau mener un rapport de force qui soit efficace et essayer de freiner le pouvoir exécutif dans sa marche actuelle de réforme. Ils ne sont pas trop subtils, sauf que leur forme d'intelligence, qui est inféodée au grand capital, au profit, aux dividendes à distribuer aux actionnaires, c'est pas la nôtre, qui est celle du lien social, celle de la distribution des richesses, celle du partage, celle de la mise en commun, celle des solidarités. Ah ouais, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou même juste pour boire un coup, passez à ma grotte. Ainsi donc, il y a en France une lutte des classes, ça veut dire qu'une partie de la population est en guerre contre l'autre partie. Il y a ce mouvement des Gilets jaunes qui fait ressurgir la violence. Comment pouvons-nous encore vivre dans un tel pays? Eh bien, heureusement, il y a une solution, c'est notre appareil de sécurité.
Et donc, pour ce prix, nous avons pensé offrir à ces personnes, pour le cas où elles prendraient les transports en commun, qu'on puisse les identifier et les respecter comme il se doit. Et donc leur offrir un gyrophare qu'elles pourront mettre sur leur tête pour qu'on les respecte 15 fois. Donc, ces 3 nominés méritaient tous le prix, ça a été difficile. Donc, oui, pour son empathie, pour sa connexion avec le réel, on peut le dire. Voilà. La gagnante est Sibeth Nia. On me dit dans mon oreillette qu'elle n'a pu venir. Oui, elle regrette beaucoup. Ah, son micro peut-être. Son chauffeur est là. Venez, cher ami. Ça vous sera bien utile. Merci. Ça lui sera extrêmement bien utile de pouvoir rentrer à la maison après le boulot beaucoup plus vite, puisque malheureusement le sien a été emporté par M. Alexandre Benalla lors d'une poursuite avec JGN. En tout cas, elle vous remercie grandement et vous donne rendez-vous l'année prochaine, puisqu'elle va rester fidèle à elle-même et continuer à raconter beaucoup de bêtises. Ah oui, j'oubliais le troisième prix, notre cher président, qui, malgré ses dires, a gardé toute sa force de propulsion du départ et nous distille des mots toujours meilleurs les uns que les autres. Vous allez donc pouvoir en visionner un certain florilège et nous verrons quelle citation a été retenue pour ce troisième prix. Le choix sera dur. Il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais qu'on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Je suis candidat à la présidence de la République. Parce que c'est notre projet! Brigitte Macron qui attend son époux au pied de cet escalier. Bonjour à toutes et tous. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Macron, je suis désolée, il a été élu par défaut parce qu'il fallait contrer le FN. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Donc les gens ont perdu la raison. Monsieur Macron se situe exactement dans la continuité de Monsieur Sarkozy et de Monsieur Hollande. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. C'est-à-dire de ces gens qui défendent l'intérêt privé contre le bien public. La nouveauté d'Emmanuel Macron, c'est que jusque-là, en fait, la stratégie du capital, la stratégie des 1%, c'était de travailler avec la classe politique pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de politiques qui épousent leur vue, qui reprennent leurs propositions, leurs positions. Là, on est arrivé avec Emmanuel Macron à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est directement l'un d'entre eux. Et c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire c'est plus la peine d'avoir des visiteurs du soir, de convaincre, expliquer, former, etc. Puisque Emmanuel Macron, c'est un banquier d'affaires, il a déjà ce logiciel. D'après sa déclaration, il aurait perçu entre 2008 et 2012 près de 3 millions d'euros, en majorité des salaires versés par la banque Rothschild. Macron est le produit, disons, de la haute bourgeoisie française qui a choisi son majordome. Il y a un livre d'Éric Stemlen qui s'appelle Opération Macron,
Et on voit bien comment M. Macron est choisi par les grandes fortunes de France pour être celui qu'ils vont aider à arriver au pouvoir et qui maintenant, eh bien, simplement exécute ce qu'on a souhaité qu'il fasse. 39 couvertures de magazines avant qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. 39 couvertures. Des milliers d'articles où il est cité. C'est une quantité colossale et sans aucun équivalent dans l'histoire politique française. Il a été choisi certainement par l'oligarchie, mais je crois aussi que ça correspond à la défaite des organisations traditionnelles. En Marche est une force politique centrale. Il dépasse donc les clivages et les jeux d'appareil. La politique de M. Macron, elle est évidente. Des écoles pour les riches, l'apprentissage pour les pauvres. Des cliniques pour les riches, des mouroirs pour les pauvres, des trains pour les riches, des autocars pour les pauvres, etc., etc. C'est ça la nouveauté avec Emmanuel Macron, c'est la Startup Nation en fait, l'entreprise France. Entrepreneur is a new friend. Il n'y a plus maintenant aucune différence entre l'État et le gouvernement et les intérêts privés. Il donne donc des cadeaux fiscaux. Il y a la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax, le CICE et dernièrement même la réforme de l'impôt sur les sociétés. On en est à 30 ou 40 milliards de cadeaux qui sont faits aux 1 ou 0,1% les plus riches de ce pays. Ils pensent que ces gens-là sont des moteurs de l'économie, qu'ils vont investir et que ça va relancer l'activité économique. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'en réalité, aujourd'hui, les inégalités sont devenues tellement grandes. Les gens à qui il octroie ces cadeaux fiscaux sont devenus tellement riches que compte tenu de la valeur des biens de consommation qui existent dans la société, si vous voulez, une fois qu'ils ont acheté un bateau, un jet privé, 10 voitures de luxe et une ou deux villas, ils ont à peu près fait le tour de la question, si bien qu'ils ne consomment plus, ils n'investissent plus. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer leur argent dans la sphère financière. Je me faisais tellement de fric que je savais plus quoi en faire. 26 000 $ pour un dîner. Est-ce que vous entendez le murmure du printemps? Il faut avouer qu'il est plutôt doué en termes de communication et il faut dire également qu'il bénéficie d'une certaine bienveillance, on va dire, d'une partie des médias. Ce qui nous a toutes et tous frappés, c'est l'humilité souriante de Macron qui sort de son débat. Il est doué pour faire dire aux mots l'inverse de la réalité et des réformes qu'il est en train de faire. Cette grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale aura donc pour mission, au fond, de construire ce nouveau modèle. Je souhaite que partout sur le territoire, cette décision de concertation puisse être déclinée. Par définition, quand on fait une concertation, c'est qu'on ne fait pas une négociation. Dans une négociation, les deux parties arrivent en disant notre but c'est ça, notre but c'est ça. Évidemment, les deux buts ne sont pas convergents. Chacun échange et puis on finit par éventuellement par se mettre d'accord ou pas, mais voilà. Aujourd'hui, les concertations, ça se passe comment? Ben voilà, nous on veut faire ça. Dites-nous ce que vous voulez. Et puis à la fin, on vous dira ce qu'on a décidé. C'est Platon qui disait la fraude de la cité la corruption de la cité commence par la corruption des mots. Monsieur Macron n'aime pas le mot pénibilité, mais le mot pénibilité, il est synonyme de nombre d'emplois aujourd'hui. On a une accentuation de la pénibilité au travail qui touche toutes les catégories sociales aujourd'hui. Chaque jour aussi en France, il y a 1700 accidents de travail. Chiffre qui est en augmentation énorme chez les femmes ces dernières années, notamment dans les services à la personne, notamment dans le secteur du commerce. Quand vous avez au moins 5 ou 600 personnes qui décèdent chaque année sur leur poste de travail, bien sûr que ce travail est pénible. La faiblesse de ce gouvernement et de cette offre politique-là, c'est que chacun voit que c'est du court terme et que ça nous mène dans l'impasse. En fait, on a le sentiment au jour le jour qu'on fonce dans le mur et qu'on accélère, puisqu'on sait très bien que cette politique-là, elle est extrêmement dangereuse d'un point de vue environnemental. Trop d'inégalités, surconsommation. Nous serions donc responsables de notre disparition. On a besoin des mouvements sociaux dans leur capacité à résister, mais on a aussi besoin des mouvements sociaux dans leur capacité à inventer, dans les mobilisations, mais aussi dans leurs propositions,
des alternatives. Effectivement, l'accompagnement, la participation à ce grand mouvement de transformation sociale, mais qui devra devenir pour vraiment transformer la société et qui ne devra pas être noyauté de l'intérieur en lâchant quelques miettes ou en lâchant quelques milliards pour finalement soulever un peu le couvercle de la cocotte et faire baisser la pression, ce qui s'est passé jusqu'à présent dans tous les pays où il y a eu des grands mouvements. Là, j'allais dire, la prochaine fois, il faudra faire sauter le couvercle pour qu'ils ne puissent pas le remettre dessus une fois qu'ils auront fait baisser un peu la pression.
sélectionnés. C'était difficile, tant de merveilles. Limité pour... il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Puis c'était au mois de janvier pour les vœux. C'était pas mal. Mais visiblement, le jury a préféré mettre en avant la capacité créatrice de notre président. Cette capacité à inventer des mots. Et à nous expliquer qu'il fallait mieux qu'on évite de parler de pénibilité, parce que c'est vrai, ça pourrait laisser croire que le travail serait pénible. C'est quand même dingue. En même temps, au monde des chômeurs, alors, vous ne serez pas surpris de savoir que a remporté le 3e prix, et parce qu'il ignore ce qu'est la pénibilité, on a décidé de lui offrir une chaîne et un boulet. Cette phrase particulièrement bien ciselée, un bijou de grammaire française. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Alors, est-ce que le président Macron est là pour venir chercher son prix? Ah, non, alors, il serait toujours bloqué sur la mer de glace, mais qu'il est allé parler d'écologie en hélicoptère. Alors, mais je crois qu'il a envoyé, je sais pas, Alexandre Benalla, quelqu'un pour chercher le prix, me dit-on. Où est-il, où est-il? Ah. Il faudrait qu'on applaudisse son représentant du président de la République. Monsieur, on vous en prie. Le président vous remercie de lui avoir décerné ce prix, car il estime qu'il l'a bien mérité. Il s'excuse de ne pas pouvoir le retirer lui-même, mais il est exténué par les manifestations de toutes celles et tous ceux qui ne sont pas assez intelligents, pour comprendre sa pensée complexe. Il vous dit à l'année prochaine, c'est vous tous, car il vous réserve encore un florilège de bons mots dont lui seul a le secret et qui lui assureront, nous l'espérons tous, un prix pour la 3e année consécutive. J'en suis sûr, je l'espère. Vous le félicitez de notre part, n'oubliez pas. C'est Pierre-Édouard Magnan. Pas GNAL, ne vous trompez pas. Je note moi la direction générale des services. Merci, Charles, merci. Monsieur. Madame. Monsieur, pardon. Et maintenant, le prix hors catégorie, le prix du public. Le prix du public qui a voté pour la palme de plomb. Qu'est-ce que ça peut être? Évidemment, j'aurais voté pour le président, je serais surpris d'apprendre, mais je vous le dis. Mais celui qui remporte le prix du public, quel talent du public. Quand une victoire collective, c'est sûr. Une personne d'une grande douceur, dotée d'un sens de l'empathie tout particulier. Et je suis très heureux parce qu'il a déjà eu un prix ce soir. Et c'est toujours une joie de voir que le public sait choisir ses alliés et ses amis. Alors, lui qui défend une société régie par la bienveillance, je souhaiterais que nous fassions un triomphe. Vous, le public, qui l'avez désigné. Vous tous. Christophe Barbier remporte la palme. Juste un petit mot. Je vois que le public est d'accord avec moi dans ma croisade contre les fainéants et les assistés. Je remercie tout particulièrement les actionnaires, tous les spéculateurs et les boursicoteurs de tout poil de ce pays pour m'avoir décerné la palme du journalisme le plus violent et le plus lourd du paysage audiovisuel qui soit. Et maintenant, tous en marche vers la démocratie violente et autoritaire. Alors, mes chers amis, nous voilà au bout. Il nous fait coucou, comme c'est gentil. Nous voilà au bout de cette soirée des grossiers de l'écran. Comme vous le voyez, nous n'avons encore manqué cette année ni de grossier ni de grossièreté.
Et évidemment, on ne manque pas de vous donner rendez-vous pour l'année prochaine, car une 4e édition des dossiers d'écran, à mon avis, ne sera pas compliquée à gonfler. Mais, comme les chômeurs sont un peu des feignants, ils sont lents, ils ont du mal à traverser la rue, on s'est dit que bien qu'on soit le 12 février, il n'était pas trop tard pour vous présenter nos vœux. Et donc, comme nous ne sommes que des pince-plats, nous avons, je vais demander d'accueillir Marine sur scène. Donc oui, normalement j'étais censée faire les vœux du mouvement, mais vous l'aurez noté, on est en février parce qu'il y a des petits malins qui ont bloqué Paris en janvier. Oh, donc on a dû décaler la cérémonie et du coup mon histoire de vœux ça tombe un peu à l'eau. Bon, de toute façon, vu comment commence 2020, je ne sais pas si c'était franchement une bonne idée. En même temps, 2019, ça n'a pas été franchement la joie pour les chômeurs et les précaires et même pour tout le monde, globalement. Donc on n'a pas le choix. Pour 2020, je crois qu'il va falloir se souhaiter des bonnes luttes. Et surtout, j'aime beaucoup ce petit slogan-là. Et donc, j'ai envie de vous dire, la retraite, virgule, le chômage, c'est bien, l'offensive, c'est mieux. Voilà. Je vais quand même remercier, j'ai l'impression d'être aux Oscars. Merci Claude Berry, comme tout le monde. Je remercie mon père et ma mère. Alors, Jean-Paul et Pierre-Édouard, donc nos animateurs. Patrice à la Christophe Barbier. Bien sûr, Wilson, le chauffeur de Sven Ndiaye. Le chauffeur vient à la réunion, je dis ça. Nicolas, le mystérieux homme de main d'Emmanuel Macron. Et plus sérieusement, on va remercier tous les intervenants des vidéos pour leurs précieux apports. Philippe Vilchalan de la PACE, Magali Amaous des Solidaires Sud Emploi, qui est par là. Qui se cache quelque part. Je ne vois pas parce que j'allais la demander, mais je sais qu'elle est là. Sabina Isénan des économistes atterrés. Merci beaucoup à tous. Claire Vive du sociologue au Centre d'études de l'emploi et du travail. Qui est là aussi. Qui est aussi quelque part dans la salle. On la remercie d'être venue. Julien Rivoire d'Attaque, Sophie Bidet de la CGT, Emmanuel Domer de la Fondation Abbé Pierre, Gérard Mordia et François Boulot, pardon. Bien sûr, merci à Bruno, Antoine et Nicolas pour la réalisation des vidéos qui sont vachement bien et qui cartonnent franchement sur le site du MNCP. Merci une nouvelle fois à Anaïs des Solidaires pour l'affiche et les logos des grossiers d'écran. Et merci bien sûr à la compagnie Joli Môme qui nous reçoit, qui nous et bien sûr qui nous a aidé tout au long pour l'organisation de cette soirée. Alors, qui est l'auteur de l'essentiel des textes que vous avez entendus ce soir. Voilà. Bravo. On va quand même vous souhaiter, en attendant la prochaine édition, une belle année de lutte et on finit en chanson avec la compagnie Joli Môme. Merci beaucoup. Au revoir. On n'a pas pris le temps d'évoquer dans cette soirée quelque chose qui pourrait nous permettre de dépasser les problèmes que nous avons évoqués. Et ça, c'est dommage, car en France, on a des problèmes et on ne sait pas assez valoriser les solutions. Et par exemple, un des problèmes que nous avons évoqué, c'est, et peut-être même évacué, c'est la scission. La scission, dans ce pays, il y a une fracture sociale. Et comment faire pour surmonter cette fracture sociale? Eh bien, fracture
je me réfère à un mot d'un autre président, le vivre ensemble. Voilà. Et le vivre ensemble, on peut s'en faire toute une histoire, se dire c'est un mot d'un président, c'est dans les hautes sphères, c'est bien trop compliqué pour nous. Non! Le vivre ensemble, et c'est ça la beauté du mot, ça vient d'un président de gauche. Le vivre ensemble, c'est à portée de nous. Le vivre ensemble, c'est là. Le vivre ensemble, c'est facile. Par exemple, on est chez soi. Eh bien, on sort, on se retrouve dans la rue, les gens vont, les gens viennent, on suit le flot des gens, on se met en marche. Oui, donc, et tout ça pour arriver où? Tout ça pour arriver, par exemple, dans une gare. Oh, dans les gares, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Un, deux, 1, 2, 3, 1.
Merci.